Les 7 erreurs qui freinent vos performances sportives après 50 ans et comment les corriger. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Nico du Courroie. Je suis Nico, j'ai 54 ans, ancien toxicomane, alcoolique abstinent depuis 17 ans, mais néanmoins je suis vice-champion du monde de course à obstacles en 2023 en Californie aux États-Unis. J'ai également ma très précieuse carte professionnelle d'éducateur sportif, mais ça c'était plutôt pour un enrichissement personnel. Mon activité principale, je suis grimpeur et lagueur, je suis à mon compte. Voilà pour les présentations. Donc aujourd'hui, un sujet crucial pour les passionnés de sport et pour les gens qui veulent aussi commencer, bien sûr. Les quinquas comme nous, les gens de plus de 50 ans, qui se posent des questions sur leurs conditions physiques, sur leurs conditions de vie en général. Je vais vous amener mes réflexions et vous allez en faire ce que vous voulez, mais si ça peut vous faire avancer, c'est l'objectif. Donc qu'on soit débutant, intermédiaire ou même à un stade avancé dans la pratique physique, on peut commettre pas mal d'erreurs. Moi le premier, j'en ai commis plein, j'en commets encore. Et ces erreurs nous ralentissent notre progression et aussi augmentent le risque de blessure. Donc on va essayer de comprendre et puis de découvrir des solutions simples, pratiques. Je suis toujours dans le simple, pratique, basique, actionnable tout de suite pour vous donner des outils concrets pour optimiser ou commencer vos entraînements et améliorer vos performances plus efficacement. Donc l'erreur numéro 1, c'est de négliger l'échauffement et la mobilité. Donc on a plus tendance en vieillissant à se dire bon ok allez là l'envie me prend, j'ai envie d'aller courir, je mets mes baskets, hop je sors de chez moi et j'attaque direct. Donc que ce soit pour courir, pour plein d'activités physiques où on néglige justement cet échauffement qui est nécessaire et cette mobilité. Donc on attaque souvent par des exercices assez intenses, sans préparation, et on oublie que l'échauffement consiste à augmenter la chaleur, la température corporelle. Idéalement, c'est d'augmenter sa température corporelle d'environ 2 degrés, de stimuler le système cardiovasculaire en augmentant sa fréquence cardiaque. Qui dit augmenter sa fréquence cardiaque, on augmente le flux sanguin dans les muscles. Augmenter sa fréquence respiratoire, donc là on augmente l'apport d'oxygène dans le sang. Ça, tout cela contribue à une meilleure efficacité. Une stimulation aussi articulaire, si je peux dire, c'est huiler les tendons, les ligaments, voilà, se mettre en marche pour gagner en amplitude justement. Et aussi, on l'oublie souvent, c'est une stimulation nerveuse. L'échauffement permet de se préparer mentalement à l'effort. Donc, je vais vous donner des actions concrètes. Le premier, c'est un échauffement général. Moi, je fais toujours à peu près en 3 phases. Il y a la phase, je commence par la phase articulaire, comme je vous disais, huiler un peu la machine pour, euh, pour essayer de... Moi, je fais toujours dans le même sens, comme ça me permet d'avoir une routine. Je fais toujours de la tête aux pieds, en commençant par bouger les cervicales, ensuite les épaules, les coudes, les poignets, tourner les hanches, les genoux, les chevilles, de la tête aux pieds. Ça permet de se rappeler, de faire tout le temps la même chose. C'est vraiment le début, quoi. On attaque, donc il n'y a pas besoin de se mettre dans le mal. Voilà, on bouge tranquillement d'avant en arrière, on fait des cercles, etc., etc. Ça, c'est la première phase, la phase articulaire. Ensuite, il y a la deuxième phase, il y a le cardio léger, où là, on peut faire des petits sauts sur place,
des talons-fesses, des montées de genoux, des fentes, des petits squats, des jumping jacks, mais toujours léger. On n'est pas dans l'agressivité, quoi. On met le corps en route, c'est un échauffement, hein. Donc le cardio léger. Ensuite, on passe sur une phase un peu plus dynamique du cardio, où là, on peut reprendre les mêmes exercices, mais en mettant de l'intensité un peu plus rapide. Donc là, ça fait déjà 4-5 minutes qu'on est sur l'échauffement. Là, on peut se permettre d'augmenter un petit peu la cadence pour faire monter justement ce que je disais, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, etc. Moi, je finis souvent, mon échauffement dure entre 8 à 10 minutes et je finis par de la mobilité un peu plus ciblée, des étirements, on va appeler ça activo-dynamique. Je dis toujours attention, hein, les étirements, je ne parle pas d'étirements comme une brute, hein. Étirement, ça veut dire que, par exemple, les quadrilles, je m'étire les quadrilles 3 secondes, je relâche, et là, je me mets en mouvement. Je fais un peu ça pour les mollets, pour les quadrilles, les ischios, les adducteurs, les épaules. Voilà, on fait un petit étirement léger sur 2-3 secondes, on relâche et on met l'articulation, le muscle en mouvement, aussitôt derrière. Donc ça, c'est primordial. Un échauffement, c'est primordial. Et vous allez voir que plus vous en prenez l'habitude, et plus ça va devenir logique que vous le fassiez. Pourquoi, vous allez vous dire, mais pourquoi je ne le faisais pas avant? Donc moi, la petite astuce que je pourrais vous donner, c'est de vous créer votre propre routine, quoi, et de l'intégrer à chaque début de séance pour pouvoir préparer votre corps efficacement. Donc, soyez aussi à l'écoute de votre corps. On n'est pas en forme tous les jours, hein. On n'est pas, surtout quand on commence à prendre de l'âge. Donc, il faut adapter l'intensité de l'échauffement aussi à la fatigue ressentie. Ça peut ou allonger un petit peu plus. Là, vous vous sentez un peu moins bien. Vous dites bon, je vais m'échauffer 20 minutes au lieu de m'échauffer comme d'habitude 10. Quoi. Voilà, toujours prendre le temps de monter, de mettre la machine en température. Donc ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, c'est de surentraîner son corps avec un excès d'intensité et ou de volume. Alors moi, ça m'est arrivé, je veux dire, des centaines de fois, pour pas mentir, parce qu'on a toujours l'impression que si on ne s'entraîne pas, enfin, je parle pour moi, au niveau où je suis actuellement, je fais des compétitions internationales, donc toujours l'envie de bien faire. Quand on s'entraîne avec cet objectif-là, si on manque un jour d'entraînement, on se dit qu'on va tout perdre. Alors que c'est complètement faux, quoi. On se ment, on s'invente des trucs, c'est complètement faux. Tu vas pas perdre 6 mois d'entraînement parce que tu n'as rien fait pendant une journée ou deux. C'est complètement faux. Mais psychologiquement, je sais que moi, j'ai des difficultés à ne pas m'entraîner tous les jours parce que j'ai toujours ça qui revient. Donc, on essaye d'augmenter constamment l'intensité et le volume. Pour ma part, c'est ce que je faisais. Maintenant, j'essaye de réguler tout ça et sans temps de récupération. Ça fait qu'il y a un moment, ça a marché pendant des mois, pour pas dire des années, mais il y a un moment où mon corps, il a dit stop, là, il n'y a jamais de repos, tu y es tout le temps, il faut baisser le rythme pour qu'il puisse encaisser la masse de travail que vous lui donnez. De plus, en prenant de l'âge, c'est encore plus évident, quoi. Donc, les conséquences à ça, c'est que on peut ressentir de la fatigue chronique, avoir bien sûr une baisse de motivation, ça c'est inéluctable. Donc, ce qui va avec une fatigue chronique, il y a la baisse des performances, et puis surtout l'apparition du risque de blessure supplémentaire, quoi. Donc justement, ce qui est difficile, c'est de trouver un équilibre entre l'entraînement et la récupération pour avoir une progression, je dirais, durable et qui monte tout le temps.
Moi, je sais que maintenant, j'arrive à me dire, j'essaye d'avoir 2 jours de repos dans la semaine. Donc, il y a un repos actif et puis un repos total. Voilà, une journée repos actif, une journée repos total. Donc, là, ce que vous pouvez mettre en place, c'est de, justement par rapport à ce que je vous disais, c'est de planifier vos jours de repos. Repos complet pour justement réparer et puis renforcer les muscles, réparer par rapport au stress que vous leur avez infligé. Et puis le repos actif, ça peut être une séance légère. Je sais que pour ma part, j'aime beaucoup la mobilité, donc je fais du mouvement au sol, mais tout tout dans la simplicité, dans la conscience, rien dans l'intensité, quoi. Sinon, il y a la marche, il y a le yoga qui s'en rapproche, il y a la natation, mais sans y aller non plus pour faire des perfs. Voilà, du repos actif, on bouge un peu, voilà, mais on récupère quand même, quoi. Ensuite, il y a alterner les intensités dans les journées. Donc, quand vous vous entraînez, vous pouvez très bien faire une journée intense, la journée d'après plus léger, avec un peu plus de mobilité, du renforcement musculaire, voilà. Essayer de varier les plaisirs, quoi. Et aussi varier les exercices pour solliciter différents groupes musculaires et prévenir la fatigue. Bon, moi, je suis pas adepte de la formule le lundi je fais les épaules, le mardi je fais les abdos, le mercredi je fais les quadris. Je, Après chacun fait comme bon lui semble et ce qui lui va le mieux. Moi je suis plutôt dans travailler tous les groupes musculaires à chaque séance. Mais ça c'est par rapport aux objectifs que j'ai. Forcément si vous partez de zéro, vous n'allez pas travailler tout dans la même séance. Non, il faut savoir se réguler, quoi. Et puis, bien sûr, il faut écouter son corps pour détecter les signaux d'alerte qui peuvent apparaître. Donc, comme la fatigue chronique, la fatigue persistante, où on n'arrive pas à récupérer, les douleurs musculaires inhabituelles, ça, faut vraiment en avoir conscience. Les troubles du sommeil, si on a du mal à s'endormir, si on fait des insomnies, ou au contraire, si on n'arrive pas à se lever, tout ça, faut être à l'affût. Et l'irritabilité dans la journée, si vous êtes nerveux en permanence parce que vous pensez que vous n'avez pas fait votre séance ou que vous n'en avez pas fait assez, voilà, tout ça, ça doit être des signaux qui vous permettent d'adapter d'une part l'intensité et puis d'adapter également les jours de récup. Moi, je parle de 2 jours de récup pour moi, mais je m'entraîne depuis des années. Je m'entraîne tous les jours. Donc, vous, si vous êtes au commencement, ça va peut-être être un jour sur deux. Un jour, je m'entraîne, un jour, je récup. Un jour, je m'entraîne, un jour, je récup. Voilà, faut vraiment écouter votre corps. C'est très difficile d'écouter son corps, mais encore une fois, primordial. Erreur numéro 3, mauvaise technique d'exécution, que ce soit dans les mouvements, si c'est des mouvements de crossfit, des mouvements de musculation, voilà. C'est une mauvaise technique, déjà d'une part ça limite la performance et ça augmente le taux de blessure. C'est inévitable. Alors une maîtrise de la technique va maximiser l'efficacité de vos mouvements et puis faire en sorte de protéger au maximum les articulations. C'est primordial par rapport à quel endroit vous vous trouvez sur le chemin. Si vous commencez, si vous êtes intermédiaire ou si vous êtes à un niveau avancé, bien sûr. Donc, moi, ce que je vous préconise, maintenant, on a tous des portables, etc. Il n'y a rien qui vous interdit de vous filmer.
Voilà, c'est pas vous filmer pour aller vous mettre sur des réseaux, non, c'est vous filmer pour justement vous regarder à l'action et dire ah bah tiens là je suis complètement de travers ou bah tiens je descends pas assez bas sur mes squats, je suis pas aligné, etc. etc. Donc ça va vous permettre de corriger la technique. Il y a énormément de tutos sur le net pour trouver les bons outils, quoi. Et puis, si vous entraînez pas tout seul, si vous prenez un coach ou si vous avez un partenaire d'entraînement, justement, c'est de se dire, voilà, on n'a rien à se cacher, on s'entraîne ensemble, c'est de se dire, bah tu vois, dis-moi comment je fais ce mouvement-là, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, le dos, etc., etc. Voilà, tous ces petits détails vont vous permettre bah, justement de corriger, corriger la mauvaise technique. Ensuite, la mauvaise technique, ça peut venir aussi de trop de poids, trop de poids en musculation. Bien, par exemple, j'en vois beaucoup, même sur des vidéos, hein, des gens qui se disent à un niveau super élevé, où vous les voyez avec des 120 kilos en train de lever comme des malades et tout. Ça, faut pas s'identifier, hein, faut pas s'identifier. Moi, je lève pas 120 kilos et puis c'est pas mon intérêt. J'ai pas envie d'être une masse. Moi, dans la course à obstacles, mon sport, j'ai besoin d'être assez léger, mais tout en ayant une musculature qui tienne la route. Donc, j'ai pas. Toujours, tout dépend de l'objectif sur lequel vous voulez aller. Donc, euh, les réseaux sociaux, ça a du bon, mais ça a aussi du très mauvais, c'est que beaucoup de gens s'identifient, hein. Il y a aucun être humain qui est fait de la même manière. Donc, quand vous voyez des gars qui font des squats à 150 kilos, laissez-les faire, hein, c'est pas votre problème. Moi, je me mets 30 kilos sur le dos, je squatte, ça me suffit largement. Je préfère faire 200 squats à 30 kilos que 5 squats à 150, ça me sert à rien du tout. Donc toujours viser par rapport aux objectifs que vous vous fixez. Ensuite, il faut aussi, je disais, alléger la charge quand c'est nécessaire, se concentrer sur la forme et sur une exécution contrôlée, c'est-à-dire lentement et correctement. C'est aussi une des choses qui est super importante. On en voit beaucoup trop qui sont dans l'intensité, les exercices ils sont à chier, mais ouais putain j'en ai fait 15, ouais mais t'en as fait 15, il n'y en a aucun de bien dedans. Vaut mieux en faire 5 super corrects, doucement, s'imprégner du bon mouvement, et ensuite on mettra de l'intensité, pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc avoir un apprentissage aussi progressif, c'est de décomposer les mouvements complexes en des étapes simples. Donc moi je prends toujours de base, je prends toujours les mouvements les plus simples et que tout le monde connaît, le squat, les pompes, les tractions, voilà. Moi il y a ces trois mouvements-là, tout le monde les connaît. Donc les squats, bah voilà, c'est d'être ancré dans le sol, les talons, ne pas lever les talons, et puis de bien descendre comme si on allait s'asseoir, en projetant les fesses vers l'arrière et non sur le devant, dos droit, et on descend jusqu'à casser la parallèle avec les quadrilles, c'est-à-dire on descend les fesses sous le niveau des genoux. Voilà, une fois que ça c'est intégré, vous le faites doucement, vous remontez doucement, et voilà, vous faites du volume doucement. Voilà, vous en faites 5, vous prenez du repos, vous en faites 5, vous prenez du repos, mais décomposez ces mouvements. Ce pas des mouvements complexes, mais il faut qu'ils soient bien faits pour être efficaces. Et consacrer justement du temps à ces techniques de base, parce que ça c'est la base des mouvements, et ça sert à rien d'essayer d'aller faire des squats sautés, des squats latéraux et tout, si vous n'avez pas les bases du squat normal. Un squat normal, après vous passez sur le squat profond, le deep squat, ça c'est pareil, c'est aller pratiquement, c'est s'accroupir, se relever, tout ça dans la lenteur. Voilà. La quatrième erreur, c'est une alimentation inadaptée. Ça revient souvent dans mes sujets, mais parce que c'est primordial. Une nutrition déséquilibrée, ça va limiter vos performances, ça va ralentir votre récupération,
ça va nuire à votre santé en général, quoi. Donc il y a tout intérêt à avoir une nutrition appropriée qui, elle, va vous fournir les nutriments essentiels au bon fonctionnement de votre corps, donc à vos performances, c'est lié. Va soutenir votre croissance musculaire, parce qu'il ne faut pas oublier que à partir de 40, 45, 50 ans, on perd de la masse musculaire. La sarcopénie peut s'installer. La sarcopénie, c'est la fonte musculaire, justement, mais ce n'est pas une maladie qu'on attrape, la sarcopénie. La sarcopénie avancée, ça peut arriver à 35 ans. La sarcopénie, c'est dû à une sédentarité. C'est dû à un manque d'exercice physique. Celui qui reste dans son canapé 12 heures par jour à regarder le sport à la télé, forcément, il va avoir une fonte musculaire. C'est inévitable. Donc, mais on peut lutter contre. C'est de faire un petit peu d'exercice tous les jours et de manger correctement. Donc, ça soutient, je disais, la croissance musculaire et ça favorise aussi la récupération. Donc, je reviens toujours à ce que j'ai dit dans d'autres vidéos. Il faut avoir un équilibre sur les macronutriments. Donc, les macronutriments, ce sont les protéines qui, elles, servent à la croissance et à la réparation musculaire. Moi, pour ma part, je suis plus pour les protéines animales, parce que j'aime ça, mais chacun fait comme il a envie, hein. Moi, j'ai poisson, volaille, viande rouge. Je suis un gros consommateur d'œufs, mais parce que l'œuf, c'est un produit magique qui contient de tout. Donc pourquoi j'irais me faire chier à aller chercher des trucs ailleurs alors que j'aime les œufs et que dedans, il y a tout. Donc j'en consomme énormément. C'est vrai que j'en consomme énormément, mais moi ça me va bien. Donc je ne vais pas aller chercher plus loin. Et puis les légumineuses, là on arrive plus dans des protéines végétales. Moi je suis beaucoup plus animal. Les légumes colorés pour l'apport en vitamines, en minéraux, en antioxydants, en oligo-éléments aussi. Les glucides plutôt complexes pour avoir une énergie stable tout au long de la journée, comme par exemple l'avoine, les patates douces, le riz complet, pour ne citer que. Ça permet de ne pas avoir des pics de glycémie, puis après de redescendre. C'est d'avoir un truc qui soit stable toute la journée, entre les repas également. Des lipides, forcément des lipides sains, hein, c'est pas de boire des cuillères d'huile d'olive. L'huile d'olive c'est très sain, hein, mais à partir du moment, faut user mais ne pas abuser, comme disait mon grand-père. Donc user mais ne pas abuser, donc ça peut être c'est pour aussi les lipides sains, c'est pour aussi votre santé cardiaque et hormonale. Donc les avocats, l'huile d'olive en petite quantité, en assaisonnement, les noix, etc., etc. Le deuxième, forcément, c'est bien sûr l'hydratation. Hyper important l'hydratation, donc j'en reviens toujours à dire minimum de chez minimum, suivant les activités que vous faites, suivant que ce soit été ou l'été un peu plus, mais l'hiver, si on se base sur l'hiver, c'est minimum 1,5 litre, 2 litres, c'est super bien par jour. Donc, si vous n'y arrivez pas, il y a des applications qui existent. Mettez-vous une application. On a tout le temps notre téléphone, donc ça va vous permettre quand ça sonne, de dire bon bah tiens, je vais boire une petite gorgée. Et il y a toujours une petite bouteille dans la voiture, une petite bouteille dans le sac de sport, une petite bouteille à vue à côté du bureau et tout. Le fait de voir cette bouteille, vous allez l'utiliser. Si elle est en dehors de votre champ de vision, vous n'allez pas y penser. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de boire d'habitude. Et puis varier les plaisirs, quoi. Du thé, du thé, des tisanes, de l'eau aromatisée, bien sûr. L'essentiel, c'est de maintenir un bon taux d'hydratation pour les fonctions vitales et donc
pour la performance. Il ne faut pas oublier on perd de l'eau dans la sudation, on perd de l'eau quand on respire, quand on dort, etc. Donc rien que quand on dort, on doit perdre à peu près 1,5 litre, voire plus, par nuit. Donc vous rendez compte que si vous ne réhydratez pas votre corps dès le matin, vous partez avec un déficit hydrique et ainsi de suite, de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour. Ce qui va amener des maux de tête, des conséquences en cascade et tout ça parce que vous ne buvez pas. Donc prenez l'habitude, c'est primordial, on est fait à 70% d'eau. Et puis, autant que vous pouvez le faire, c'est d'essayer de préparer vos plats à l'avance pour, d'une part, éviter des choix impulsifs, de dire, tiens, j'ai rien préparé, je suis pressé, clac, je vais prendre une pizza dans le congélateur. Déjà, pizza, c'est à oublier. Et surtout une pizza fraîche, oui, de temps en temps, mais une pizza surgelée du supermarché, oubliez ça tout de suite, quoi, hein. C'est ultra transformé, c'est de la daube. C'est de la daube. Donc, préparer les plats à l'avance, peut-être y consacrer une matinée par semaine, le dimanche, clac, vous vous préparez, mais vous prenez pas la tête. Moi, une fois que vous avez défini les aliments que vous aimez et qui sont sains, et que vous aimez manger et qui vous font plaisir, pourquoi vous allez vous triturer la tête à aller essayer de chercher, bah tiens, ouais, mais pourquoi je mettrais pas un petit peu plus de légumineuses, ça j'ai jamais goûté. Vous pouvez introduire progressivement des aliments sains chaque semaine. Moi, pour ma part, je mange très 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 souvent, comme je mange à la gamelle, je mange très 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 souvent la même chose. Mais ça me fait du bien. Je sais que ça me fait du bien. J'aime. Donc pourquoi je vais me prendre la tête à aller faire ci ou ça? Voilà. Cinquième erreur, négliger la récupération. Donc ça vient un petit peu avec ce que je disais avant. Moi, ça l'est un peu toujours, mais je travaille dessus. C'est un gros point noir dans mes préparations, c'est que toujours vouloir en faire plus pour soi-disant ne pas perdre, mais ce qui est idiot, hein. Une récupération adéquate, c'est une meilleure régénération du corps, ça répare les tissus musculaires et troisièmement, très important, vous assimilez les bénéfices de l'entraînement. Ça, c'est s'entraîner et puis régresser, c'est con, il faut dire le mot. Mais j'ai encore du mal à me tempérer. Malgré tout, avec l'âge, avec les expériences que j'ai pu mener en ne faisant rien pendant 3 jours et puis en reprenant derrière, bon, bah ouais, effectivement, je me suis rendu compte que, bah oui, mon corps, il y a un moment, il était fatigué et il faut, plutôt que d'attendre qu'il soit trop tard, il vaut mieux récupérer correctement toutes les semaines. Une mauvaise récupération, ça amène des douleurs chroniques, ça baisse vos performances et puis toujours, on augmente le risque de blessure. Donc, investir dans la récupération, si je peux dire, investir, c'est optimiser ses résultats et c'est préserver sa santé à long terme. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour la récupération? Ben, on en revient encore et souvent à la même chose, la qualité du sommeil. Se coucher, se lever à heures régulières en essayant d'avoir 7 à 9 heures de sommeil effectif. Ça va vous permettre de prendre un rythme aussi. Et une fois que le rythme il est pris, ça coule de source. Pas d'écran
Pas d'écran 1 heure avant le coucher parce que les écrans, ça vous envoie de la lumière bleue et cette lumière bleue active le cerveau. Le cerveau se met en mode bon, bah, je suis réveillé, là il faut se lever et tout. Donc forcément, ça nuit à votre endormissement. Vaut mieux lire un bon bouquin. Moi, je sais que je me couche, je lis. Souvent, je lis une page et puis et encore et je tombe. Et je tombe. Et puis pratiquer la relaxation. La relaxation, les gens la pratiquent très peu parce que tout de suite on voit méditation un peu comme un truc ésotérique. Mais la méditation, c'est tout simple, hein, c'est de laisser aller, se laisser aller. Respiration profonde, la respiration profonde avant de s'endormir, c'est quelque chose qui marche super bien. Ça calme l'esprit et puis ça permet un endormissement beaucoup plus facile, quoi. Ensuite, en récupération, il y a l'automassage après les séances avec un rouleau, une balle, une canne de massage, les quadrilles, les mollets, le haut du dos, 1 à 2 minutes. Voilà, ça fait un bien extrême. Vous réoxygénez aussi les muscles et vous diminuez les tensions qui ont pu y être infligées. Vous pouvez également faire des petits étirements très légers, hein. Je ne parle pas d'étirements statiques où on est 30 secondes, la jambe en arrière. Non, 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 non. Votre corps, il est chaud, là, c'est après la séance. Donc, c'est vraiment très léger, un peu comme les étirements activo-dynamiques, c'est-à-dire qu'on étire 3-4 secondes, on relâche, et puis on fait des petits mouvements. Voilà, c'est juste pour diminuer les tensions accumulées, hein. Et troisièmement, toujours pour la récupération, c'est de se créer des moments de détente mentale. C'est-à-dire, pour gérer le stress, la respiration. Donc je parlais de respiration, mais ça peut être aussi des loisirs relaxants, des interactions sociales le plus positives possible. Aller dans un club d'échange où il y a du partage, etc. Voilà, c'est de diminuer la pression. D'avoir des moments de détente, des promenades tranquilles en plein air. Je sais que moi j'aime bien, voilà, je prends mon chien et puis je vais marcher 3/4 d'heure, 1 heure. Voilà, je pense à rien, je profite du moment en conscience et puis je laisse divaguer mes pensées. Voilà, ça c'est un vrai moment de détente. Ne rien faire aussi. Alors ça c'est extrêmement difficile. Je sais que moi j'ai du mal à ne rien faire du tout, mais il faut essayer de se forcer à ne rien faire, se poser le cul, quoi, et se dire, bon là, je ne fais rien. Voilà, clac. Très très difficile. Lire, écouter de la musique, bien sûr, ça permet de relâcher toutes les tensions. L'erreur numéro 6, c'est une manque de cohérence dans le programme d'entraînement. Donc, on essaye souvent, surtout quand on commence, quand on part de zéro ou qu'on est à un niveau assez bas, on essaye de changer de méthode, d'exercice, de fréquence, voilà, en permanence pour dire, faut que je trouve le bon truc, le bon truc. Le bon truc, il n'y en a pas de bon truc. Le bon truc, c'est la constance. Donc, que vous fassiez tel ou tel exercice, si vous le faites dans la durée, vous allez avoir des gains. On essaye trop souvent de changer de méthode sans laisser un temps d'adaptation au corps. Donc forcément, il assimile pas et ça nuit à la progression, ou bien souvent, il n'y a pas de progression. Donc un programme doit être cohérent, bien structuré et adapté, encore une fois, c'est primordial, adapté à vos objectifs. Voilà. C'est primordial, ça, de savoir où on va. Donc, il faut avoir une progression, pour avoir une progression, bien sûr, logique et durable, étape par étape. Voilà, ne pas essayer si on se donne des objectifs beaucoup trop élevés, ça ne peut pas aller, quoi. Donc, essayez de planifier des cycles.
Vous pouvez organiser vos séances en cycle de 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Ça, c'est selon les désirs. Moi, je ne suis pas fan de ça parce que je préfère m'entraîner toute l'année et à l'approche des échéances, 2, 3 semaines avant, je mets un petit peu plus de volume, un peu plus d'intensité, mais j'aime bien être. C'est juste pour moi de rester toujours physiquement correct, quoi. Mais je sais que beaucoup pratiquent 3, 4, 5, 6 semaines. Définir des objectifs, comme je disais, clairs et précis. Parce que si on avance sur la route sans savoir où on va, bon, bah, il y a un moment, on se trompe de route ou on se retrouve à un endroit où on ne voulait pas aller. La deuxième chose, c'est de mettre en place une progression graduelle, c'est-à-dire ça va permettre de vous stimuler musculairement, de voir où vous en êtes, et puis à force de constance, comme je disais, c'est d'augmenter la difficulté. Vous pouvez très bien garder 3, 4 exercices toujours les mêmes, mais vous ajoutez des répétitions, vous faites des séries en plus. Une fois que vous êtes à l'aise dans tout ça, vous pouvez vous charger un petit peu plus. Si vous pouvez si vous faites du kettlebell ou quoi que ce soit, vous prenez un petit peu plus lourd. Mais voilà, c'est d'y aller progressivement, adapter suivant votre ressenti et les progrès que vous pouvez noter. Il y a aussi le ressenti, c'est de faire attention aux douleurs, à la fatigue, à l'énergie que vous avez sur ce moment-là, etc. Donc vraiment, je reviens à dire écouter son corps, quoi. Et puis essayer d'avoir un suivi régulier avec un petit journal, un petit carnet où vous marquez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et puis vous faites un bilan périodique, soit toutes les semaines, soit tous les mois, mais voilà, savoir où vous en êtes, quoi. Donc c'est vrai que c'est planifier là, c'est une action qui qui peut être décourageante pour certains. Je sais que moi, j'ai des difficultés à me planifier vraiment concrètement 6 semaines, 8 semaines de travail. Je suis plutôt Moi, je pars plutôt sur 2 semaines où je travaille spécifiquement un truc, mais tout en travaillant tout le reste. Je ne lâche jamais. Je me focalise pas 6 semaines sur voilà, dans 6 semaines, il faut que je cours à 3,30 le kilomètre. Ça m'intéresse pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Par contre, je peux me dire, bon bah voilà, pendant 2 semaines, j'essaye dans mes footings de courir à 3,30 pendant 3 kilomètres de suite. Voilà. Ça, c'est plus quelque chose que je ferai, vous voyez. Et puis, si vous n'arrivez vraiment pas à planifier ou quoi que ce soit, bah, c'est là qu'il faut se faire aider par des coachs, quoi, par des coachs spécialisés. L'erreur numéro 7 et la dernière, c'est l'absence, comme je disais, l'absence d'objectifs clairs. Donc, s'entraîner sans objectif, c'est pas mettre toutes les chances de son côté, parce qu'il y a un moment ou un autre, on va avoir une baisse de motivation. On va se disperser sur l'énergie que l'on met, parce que si tu t'entraînes et puis que tu sais pas où tu vas, bon bah ouais, alors dans la tête tu te dis mais pourquoi je fais ça en fait, voilà, il y a pas de direction, quoi. Et puis vous allez avoir une difficulté à progresser, c'est logique, c'est logique. Vous ne savez pas où vous allez. Contrairement à s'entraîner avec un objectif clair, c'est quand même avoir une direction définie. Voilà, je sais où je vais, j'ai un départ, je suis là, j'ai une arrivée, je suis là. En chemin, il va y avoir des hauts, des bas, etc. Mais je vais là-bas. Donc quand il y a des bas, eh ben, c'est de se penser là où on veut aller, je veux aller là. Donc, bon, il y aura des bas, il y aura des hauts, c'est normal, c'est normal. Tous les sportifs, tous les pratiquants en ont. Celui qui vous dit qu'il n'en a jamais eu, c'est un menteur. C'est un menteur. Donc, avoir un chemin tracé, ça permet aussi de rester concentré sur l'objectif et puis de pouvoir célébrer les petites victoires qu'il va y avoir en chemin, quoi. Ça, c'est aussi
c'est aussi primordial de s'accorder des petits moments à soi, de se dire ouais, super, là, en 15 jours de temps, j'ai gagné 2 reps, c'est cool. Voilà. Donc, les actions concrètes, moi, je pars toujours sur quelque chose qui est assez facile à retenir, c'est l'objectif SMART. Donc SMART, c'est pour le S spécifique. Donc spécifique, c'est-à-dire clair, précis, en se disant par exemple, l'exemple c'est, tiens, je veux courir 5 km en moins de 30 minutes dans 10 semaines. Voilà, ça c'est spécifique. C'est mesurable. SMART, le M, mesurable, puisque il y a 5 km, 30 minutes, 10 semaines. C'est atteignable aussi, ça veut dire que c'est réalisable. Il faut aussi penser à ça. Forcément que si vous partez de zéro, puis vous vous dites, je vais courir 5 km en 15 minutes, là, il y a peu de chances que ce soit atteignable. Il faut aussi, ça va avec, que ce soit réaliste pour le R. Donc, c'est-à-dire aligné avec vos capacités, bien sûr. Et puis, temporel. Temporel, c'est d'avoir une échéance. Surtout d'avoir une échéance. Ne pas se dire, il faut que je cours 5 km en moins de 30 minutes. Basta. Bah oui, mais quand dans 2 ans, dans 5 ans, hier non, il faut que ce soit mesurable dans le temps. Suivre, deuxième action, c'est de suivre ses progrès, comme je le disais, avec un journal d'entraînement et avoir des évaluations régulières. Voilà. Et troisièmement, comme je le disais aussi tout à l'heure, célébrer ces petites réussites. Donc ça va vous permettre de renforcer votre motivation, votre discipline, votre confiance en vous. Ça, c'est hyper important. Avec des petites récompenses qui peuvent être aller se faire masser. Tiens, si j'arrive à faire ça dans 6 semaines, je me paye un petit massage, voilà, ou je vais au spa, ou se payer un équipement, des chaussures, des petits trucs comme ça, ou se faire des sorties spéciales. Tiens, j'avais promis que si j'arrive à faire telle ou telle chose, dans la foulée, je vais voir je vais dire une bêtise, mais n'importe quoi, je vais voir le MMA à Paris-Bercy, clac. Bref. Ça va vous permettre aussi d'avoir aussi cet objectif-là, quoi. Donc voilà, on arrive à la fin. On a exploré les 7 erreurs qui empêchent de performer après 50 ans. Et puis comment y remédier. Donc je pense qu'en corrigeant tout ça, en corrigeant celle-ci, vous allez pouvoir optimiser vos entraînements, atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, améliorer vos performances et surtout aussi réduire les blessures. Il ne faut pas oublier que la clé réside dans la constance. Il faut être constant. Si vous commencez à faire quelque chose là, de se dire le lundi je fais ça, mais puis vous y retournez que le lundi d'après, il y a peu de chances qu'il y ait des progrès. Quasiment aucune chance. C'est la constance. Être à l'écoute, vu que l'âge avance, il faut être à l'écoute de son corps. Ce que j'ai eu du mal à faire, que je fais maintenant, mais je m'aperçois que c'est super parce que je continue de progresser. Et puis, par rapport à l'écoute de son corps, c'est de s'adapter en toutes circonstances aux événements, à la baisse d'énergie, à la fatigue, etc. Ne pas s'en vouloir si on n'est pas capable aujourd'hui de faire ce qu'on a fait hier. Non, on peut pas être à 2000% tous les jours. Donc voilà, s'adapter à son corps. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, vous a amené de la valeur, n'hésitez pas à la partager à des personnes qui pourraient en bénéficier. Likez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me permet aussi de penser à d'autres sujets qui pourraient être intéressants. Et puis je vais finir par vous dire, soutenons-nous mutuellement. Inspirons-nous les uns les autres pour avancer dans une vie plus active. Et c'est pas parce qu'on a 50 ans, qu'on est quinquagénaire ou quoi que ce soit que
on est incapable de faire quoi que ce soit. Pour le domaine professionnel, bien souvent on arrive à la cinquantaine et bah voilà, on est déjà au troisième âge, on n'est plus capable de rien faire. Moi, je suis ancien alcoolique, alcoolique abstinent depuis 17 ans, ancien toxicomane. J'ai passé par des épreuves extrêmement dures où j'ai failli mourir plusieurs fois de tout ça. Je suis la preuve qu'on peut continuer on peut continuer à être performant après 50 ans. Mon métier n'est pas facile et je suis toujours performant dans mon métier, dans le sport que je pratique et je vais continuer à l'être parce que je veux être comme ça. Donc, vous pouvez réussir, même si vous partez de très bas, vous pouvez réussir à vous entretenir et à faire que votre corps, à 60-70 ans, soit en pleine forme. Donc, soyez conquérants, soyez plus, toujours plus.